La Grénothèque de la médiathèque de Lourdes s'invite aujourd'hui chez vous pour parler du jardinage sur les balcons. En effet, dernièrement, une amie m'a fait remarquer que je parlais beaucoup des jardins, mais que tout le monde n'avait pas un terrain à soi et que ce serait peut-être bien de penser aux gens qui font pousser des fleurs sur leur balcon ou sur leur terrasse. Je m'en vais donc combler cette lacune aujourd'hui et vous parler de tout ce que l'on peut faire sur un balcon et sur une terrasse. Alors c'est parti, c'est tout chaud et c'est Radio Gréno. La première chose à prendre en considération, ça va être le poids total des plantations sur la structure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue qu'une jardinière remplie de terre et après arrosage peut peser extrêmement lourd. Donc à vous déjà de vous renseigner si vous faites partie d'une copropriété, s'il y a un règlement par rapport aux plantations sur les balcons ou sur les terrasses, et ne perdez jamais de vue le problème du poids. De la même façon, si vous accrochez des jardinières sur les rambardes, ce sera aussi quelque chose à considérer. Donc, même si on préfère les contenants en terre, il faudra peut-être s'orienter vers des récipients en plastique ou pourquoi pas, maintenant c'est la mode de jardiner en sac. On trouve maintenant dans les contenants en plastique de très bonnes imitations de poterie et on peut toujours masquer un récipient disgracieux en faisant retomber des branches sur les parois extérieures. Une autre façon d'alléger vos potées consiste à prévoir au fond du pot une couche de drainage. Alors ça va être intéressant pour empêcher la plante de barboter dans l'eau, surtout si c'est une aromatique et elles ont horreur de ça. Il y a aussi la question des soucoupes, on est en période d'expansion du moustique tigre. Alors tout ira bien si vous videz régulièrement vos soucoupes, si vous les videz toutes les semaines, il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous ne pouvez pas les déplacer parce que la potée est trop lourde, vous avez toujours la possibilité de la remplir de sable pour empêcher l'eau stagnante d'attirer les minuscules vampires qui nous gâchent la vie. Les billes d'argile présentes chez nos marchands depuis quelques années déjà sont une bonne alternative, mais rien ne vous empêche de faire preuve de créativité. Ça peut tout à fait être des bouchons de bouteilles en plastique, des capsules de yaourt métalliques roulées en boule. Enfin, on a aussi la possibilité de recycler tout ce qui encombre nos poubelles. J'ai vu aussi dans cet emploi des coquilles de noix recyclées. Enfin bon, à vous de faire preuve d'imagination. Pour séparer la couche de terreau de la couche du drainage et pour empêcher que le terreau colmate les matériaux que vous avez mis au fond du pot afin de drainer, vous avez la possibilité d'utiliser par exemple des vieux rideaux en polyester et dont vous n'auriez plus l'usage et d'en faire une couche entre les deux. Vous pouvez aussi faire quelque chose de plus temporaire et en étalant du papier absorbant. À terme, ce matériau ne doit pas se colmater, donc si vous investissez dans le vieux rideau, débrouillez-vous pour que son maillage soit quand même relativement lâche. Ensuite, il faudra vous procurer de la terre. Donc si vous avez la chance de connaître quelqu'un qui a un jardin, un potager, vous pourrez toujours aller demander un seau de terre. C'est intéressant d'avoir cette terre naturelle parce qu'en fait, elle contient souvent l'argile dont les sacs de terreau sont dépourvus. Et si vous voulez cultiver des légumes, ça va être quand même indispensable de proposer ce genre de substrat à vos plantations. Pour ce qui est des terreaux, on propose depuis plusieurs années des terreaux enrichis à la fibre de coco. Je trouve personnellement que c'est une bonne alternative à la tourbe, dont les filons s'épuisent petit à petit, sachant que la tourbe met très longtemps à se former et que c'est un milieu naturel qu'il vaut mieux préserver. La fibre de coco est un sous-produit de la culture de la noix de coco, donc les vieux troncs des arbres qui sont épuisés ou les enveloppes des noix de coco sont broyés et produisent une fibre qui est incorporée à la terre, lui donne du corps et permet de retenir l'eau, ce qui est toujours très bien quand on cultive sur les balcons. Une autre proposition pour conserver l'eau aussi dans vos contenants, c'est de faire un paillage. Alors il est bien sûr pas question de faire un paillage grossier dans des petites jardinières, mais essayez de voir du côté de la paillette de lin. C'est quelque chose d'assez ténu que l'on peut mettre en couche relativement fine, qui a une esthétique
plutôt intéressant. On a une couleur qui est dans les beiges café au lait et qui tourne au gris pâle, qui s'accorde pratiquement avec toutes les couleurs de fleurs et de feuillage. Et même si c'est un matériau ténu, il ne s'envole pas, ce qui est plutôt intéressant. En fait, pour faire ces mélanges, l'idéal, c'est quand même d'avoir un endroit où on pourra stocker sacs de terre, terre de jardin, éventuellement aussi un matériau dont je vous ai pas encore parlé qui s'appelle la vermiculite et qui peut s'incorporer à un matériau pour le rendre plus drainant. Alors, c'est une bonne alternative au sable. D'abord, le sable est en voie d'épuisement. Et puis, le sable est lourd. Donc, si vous voulez alléger vos préparations de terre, vous pouvez vous procurer de la vermiculite. Alors la vermiculite, qu'est-ce que c'est? C'est un matériau d'origine terrestre. Hein. C'est le mica que l'on avait sur les vitres des poêles des grands-mères avant qu'on sache fabriquer des verres techniques. Et ce mica, il peut s'expanser, c'est-à-dire qu'on peut séparer toutes les couches et en jouant sur la pression atmosphérique extérieure. Et le mica se déplie en petits accordéons. Alors il a longtemps été utilisé par exemple pour alléger des bétons. Hein. Il est naturellement inifugé, il supporte les grandes températures puisque c'est une roche métamorphique qui s'est formée il y a très très longtemps en profondeur, du temps où la Terre refroidissait. Et c'est un matériau qui a un pH inerte, donc qui ne va pas vous transformer la Terre, ni l'acidifier, ni la rendre plus calcaire. Alors dans le même style de matériaux, vous avez aussi la perlite qu'on aperçoit quelquefois quand on achète des plantes et qu'on les dépote, ces petites graines blanches qu'on voit mélangées au substrat. C'est pareil, c'est une roche volcanique qui est broyée et qui est mélangée à la terre. Alors pendant longtemps, il a été difficile de trouver ces matériaux séparément dans les jardineries. C'était plutôt proposé aux professionnels. Et à une époque, pour se procurer de la vermiculite, et il fallait aller dans les magasins de matériaux, donc acheter des grands sacs, et surtout demander la vermiculite hydrophile, puisqu'il existe une vermiculite hydrofuge qui servait par exemple de matériau de remplissage entre deux cloisons pour isoler les bâtiments. Et puis, le point crucial, l'arrosage. Alors ça, c'est vraiment important. Si vous faites concevoir une terrasse, surtout pensez à avoir un robinet à l'extérieur. Ça vous évitera des va-et-vient depuis la salle de bain. C'est pas toujours très facile à gérer quand on remplit les arrosoirs. Investissez dans un arrosoir pratique et le but c'est pas d'arroser les gens qui passent dans la rue. Donc à vous de voir ce qui sera le plus efficace. En fonction de votre forme physique, il va falloir réfléchir aussi au poids à soulever. Et un récipient ergonomique qui vous évitera les contorsions et les maladresses. Pour en revenir au terreau, oui, j'ai oublié, favoriser les sacs qui portent la mention culture biologique. Ça vous évitera de vous poser des questions si un jour vous avez envie de planter des salades. Alors voilà, tout est prêt. Maintenant, il reste à savoir ce que l'on va planter. Alors vous pouvez choisir de cultiver quelques légumes sur le balcon ou la terrasse. Personnellement, pendant le premier confinement, j'ai essayé la culture de salade et ça a plutôt bien marché. Alors j'avais acheté des salades déjà disposées sur des rubans, ce qu'on appelle les rubans de graines. Vous avez un support qui est souvent en papier fin et sur lequel les graines sont réparties régulièrement, ce qui vous évite de faire des surcharges dans les semis. Les tomates sont devenues également un grand classique, alors faites attention aux parasites. Si vous réutilisez des pots, veillez à les nettoyer soigneusement, javel pourquoi pas. Et quand vous achetez des plants, regardez au revers des feuilles aussi, de façon à ne pas inviter sur votre balcon des mouches blanches ou des pucerons. C'est toujours désagréable de se retrouver avec des invasions. Et attention aux coups de soleil. Quelquefois, on achète des plants qui étaient élevés serrés, donc pas forcément avec les côtés exposés au soleil. Et là, si vous mettez votre plant d'un coup sur un balcon hyper ensoleillé, vous allez vous retrouver avec des brûlures. Alors, plusieurs solutions. Vous pouvez protéger votre plante pendant quelques jours, alors avec un cajou, par exemple, que vous poserez par-dessus, un petit, bien entendu, ou
un chapeau en papier ou encore mieux un parasol si vous êtes sur une terrasse. Alors c'est une aventure que j'ai vécue personnellement, ce qui fait que je peux vous prévenir contre ça. Un plan qui a été insuffisamment endurci et très arrosé a un épiderme extrêmement fragile et vous risquez de vous retrouver avec une plante blanchie parce que pas du tout habitué à une exposition directe au soleil. C'est vrai pour les tomates par exemple. Pour les tomates, ce sera bien d'inviter des variétés originales, et le but n'étant pas de faire sa sauce tomate à la fin de la saison. Mais il existe maintenant des tomates qui sont un peu plus grosses que les tomates cerises, qu'on appelle couramment des tomates cocktail, qui vont vous proposer de la couleur et puis des saveurs intéressantes. N'oubliez pas de planter vos tomates jusqu'aux premières feuilles, cela leur permettra de faire des racines supplémentaires et de lutter d'autant plus contre la chaleur et la déshydratation. On n'est pas obligé non plus de les tutorer, ça va leur permettre de moins souffrir de la chaleur. Alors soit en le faisant retomber sur le bord d'un pot, les tomates sont quand même équipées pour résister au poids de leurs fruits, soit en les laissant courir à la surface d'une grande jardinière. Alors attention, au moment des arrosages, l'eau ne doit pas être trop froide et directement sortie du robinet. Vous pouvez faire reposer votre eau de façon à ce que la différence de température ne soit pas trop importante et qu'une partie du chlore qui est présent dans l'eau de ville puisse s'évaporer. Les heures les plus favorables pour l'arrosage, pour les vaillants, c'est la nuit venue ou très très tôt le matin. Certains tentent aussi les fraises, ça peut être intéressant de les mélanger avec des fleurs qui prendront le relais une fois les fraises ramassées. Et les fraises cultivées en pot sont extrêmement décoratives. Mettez de la terre de jardin dans votre mélange et n'hésitez pas à pailler. Avoir des herbes aromatiques toutes fraîches sur la terrasse est aussi un luxe que vous pourrez vous offrir. Attention à la menthe qu'il ne faudra pas mélanger avec d'autres plantes parce que la menthe galope énormément. Ou alors, si vous voulez l'intégrer à une potée plus importante, fabriquez-lui un petit corset. Vous allez prendre un pot en plastique, donc vous enlèverez le fond, que vous insérerez dans votre jardinière et vous planterez votre menthe à l'intérieur. Ça lui évitera d'envoyer ses racines un peu partout et ça lui permettra quand même de profiter des arrosages normalement. Pour ce qui est des fleurs, le choix ne manque pas, mais si vous faites partie des gens qui n'ont pas envie d'arroser constamment, tournez-vous vers des variétés qui sont résistantes à la chaleur. Alors, le géranium de nos grands-mères faisait partie de ces plantes qui résistaient bien à la chaleur, et si vous regardez un géranium, il est équipé de petits poils qui vont le protéger de la déshydratation. Il a aussi un côté aromatique, c'est une façon souvent de lutter contre la sécheresse. La sève des plantes se charge en principe aromatique et devient un petit peu huileuse, et c'est le cas par exemple chez les plantes méditerranéennes. Malheureusement, depuis quelques années, un papillon qui est venu apparemment d'Afrique du Sud s'est installé en France et donc parasite nos géraniums. Alors le remède, c'est le même que pour la pyrale du buis, c'est la bactospéine, donc bacille de Thuringe. Ce bacille envahit le système digestif des chenilles où se forment des cristaux et la chenille devient incapable de digérer votre géranium et meurt. En vaporisation, c'est très efficace, d'autant que la journée, la chenille se dissimule dans la terre des pots et elle n'est pas toujours facile à retrouver. On a aussi le dipladénia qui a justement détrôné le géranium qui était trop grignoté et qui a prouvé dans les cimetières qu'il supportait très très bien le manque d'arrosage. Alors grande trompette, côté un peu liane et un peu grimpant. Et au fil des années, on voit que les couleurs se diversifient et que l'on a de plus en plus de choix dans une gamme qui va du blanc avec un œil jaune jusqu'au rouge le plus profond, à mélanger par exemple avec un feuillage argenté. Ne vous privez pas de plantes qui donnent un petit peu de hauteur, ça peut être le cas des graminées. C'est le cas aussi de la verveine de Buenos Aires, alors dont je vous avais parlé déjà. Dans les plantes qui donnent de la légèreté, la forme naine peut tout à fait être invitée dans les jardinières, ça vous fera des écrans plutôt charmants.
est plutôt moins exigeant que les bambous qui ont besoin d'être sous perfusion pratiquement tout l'été. Les bambous ont besoin de beaucoup d'eau. Donc la verveine de Buenos Aires, donc qui supporte la sécheresse, qui va cuire sans problème et qui va vous proposer en hauteur de fines tiges couronnées d'un violet mauve qui prend très bien la lumière tard le soir. Ça va être une plante que vous verrez même quand le jour sera tombé. Si vous voulez aller dans ce sens-là aussi, invitez des plantes blanches et des plantes argentées sur votre terrasse. Si vous voulez vous y installer le soir pour manger, ça va être une façon de profiter des fleurs en éclairage faible. Le liseron de Mauritanie sera parfait dans cet usage. C'est une plante qui fait une grosse boule de feuillage plutôt gris avec des liserons, alors pour une fois sympathiques, qui se succèdent sans arrêt pendant la belle saison. Et toujours pareil, la Mauritanie, pays chaud, donc pas de problème au soleil. Alors des fleurs encornées qui vont être blanches touchées de rose et qui vont être vraiment tout à fait jolies. Alors cette plante est baptisée, rebaptisée régulièrement, c'est un peu le souci quand on cherche des plantes, mais je pense que vous n'aurez pas de mal à la trouver. Dans un grand contenant, elle peut tout à fait devenir vivace, par si l'hiver est particulièrement rigoureux. Alors c'est tout à fait le genre de plante qui peut rentrer dans le jardinage à plusieurs couches. Alors j'explique. Quand vous avez une jardinière, si vous n'avez une plante qui ne fleurit que l'été, au printemps vous allez être un peu frustré. Sauf si vous mettez en profondeur des bulbes qui vont illuminer votre printemps et qui vont disparaître après, ce qui est par exemple le cas de la tulipe. Et la tulipe en plus adore cuire en été, donc c'est parfait pour cet usage. Alors privilégiez des tulipes dites botaniques, c'est-à-dire de petite taille. Il y en a des très jolies et pas chères du tout. Alors la tulipe est à prévoir en septembre, donc marquez sur votre calendrier que en septembre il faudra aller acheter des tulipes botaniques ou des tulipes multiflores. Alors un seul bulbe, plusieurs fleurs, c'est encore plus intéressant. Et la tulipe étant originaire de Turquie, a l'habitude de cuire sur les pentes des collines en été. C'est pour ça qu'elle disparaît d'ailleurs. Et si vous avez plusieurs couches dans votre jardinière, le fait que la plante ait disparu ou que la feuille soit sèche un petit moment ne sera pas un problème. Vous pouvez par exemple en installer sous un coussin de petits œillets. Alors pas les œillets tout fragiles qu'on trouve maintenant. Si vous avez la chance de retrouver ce que l'on appelait les œillets mignardises ou en format légèrement plus grand, les œillets de communion, des œillets de taille moyenne blancs, n'hésitez pas à les inviter sur votre balcon. Ils retrouveront les conditions qu'ils connaissaient quand ils cuisaient sur les rebords de potager, sur les murettes, au temps de nos grands-mères. Voilà, je pense que je continuerai la semaine prochaine parce qu'il y a encore beaucoup à dire sur les balcons. C'était Radio Gréno, Annick Valérie, à très bientôt.